C'est parti. Donc, encore une fois, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire sur l'utilisation de l'IA pour créer des cours innovants et personnalisés. Et on verra en fait ce que j'entends par personnalisé plus tard. Donc, ça concerne des cours, mais en fait, ça concerne tout le processus, tout le cursus, si vous gérez un cursus de formation. Donc, on va voir comment est-ce que ça se passe. Mais avant, on va quand même faire quelques petits points pour, pour déjà vous éviter quelques erreurs, sachant que le problème de l'IA aujourd'hui, c'est qu'on fonctionne tous avec des clichés et que notre approche de l'IA commençait avec la polémique, notamment sur des polémiques de plagiat, des polémiques d'étudiants qui réutilisaient l'IA pour des devoirs alors qu'ils prétendaient que c'était les leurs, etc., etc. Donc on va un petit peu éclaircir tout ça. Alors avant de commencer, je tiens juste à préciser que dans mon approche, l'IA est un outil, ce n'est rien d'autre, mais que comme tout outil, il faut savoir l'utiliser. D'accord ? Et on parlera peut-être, j'espère, si on a le temps tout à l'heure, on parlera aussi, puisque je sais qu'il y a beaucoup de profs dans l'audience, dans le public. J'espère qu'on parlera aussi de notre approche, nous, en tant que formateurs ou éducateurs, vis-à-vis des élèves, des étudiants, des gens qu'on va accompagner pour l'utilisation de cet outil-là. Une étude récente montre que 60% des enseignants qui utilisent l'IA dans la préparation gagnent en moyenne 6 heures par semaine sur leur temps de travail. Moi, j'irai plus loin, je vous parle de mon expérience à moi. Juste un petit exemple. En règle générale, quand je fais un cours d'une journée avec une présentation PowerPoint pour un cours, jusqu'à présent, pour une journée de formation, ça me prenait bien une semaine parce qu'il fallait faire des recherches, il fallait faire des montages. Bon, moi, je viens du milieu créatif, donc je ne peux pas faire des présentations un petit peu à l'arrache, donc je prenais beaucoup de temps, etc. Et donc, c'était une semaine pour une journée de formation. Donc, il fallait que la formation soit bigrement rémunérée, ou il fallait vraiment que j'en ai plusieurs du même type dans l'année pour que ce soit intéressant. Aujourd'hui, avec l'IA, pour une journée de formation, ça doit me prendre à peu près 30 minutes. 30 minutes chrono, c'est-à-dire entre le moment où je vais créer mon plan, le moment où je vais créer l'ensemble des séquences, le moment où je vais générer le script et le moment où je vais le passer sur mon outil de présentation qui est Keynote sur Mac, mais on verra aussi comment on fait sur PowerPoint. Et donc, entre quasiment une semaine de travail et 30 minutes, il n'y a pas photo. Donc, voilà. Alors, ce temps-là qui est gagné, évidemment, il est gagné, pas pour moi, forcément, mais ça me laisse le temps de faire d'autres choses. C'est-à-dire toutes les choses que je ne pouvais pas faire jusqu'à présent, qui étaient le suivi des élèves, qui étaient le questionnement sur tel élève qui ne suit pas, etc. Là, aujourd'hui, je peux le faire. On verra qu'en fin de présentation, on va faire, je vais vous montrer comment faire un quiz directement. Eh bien ça, c'est des choses que je ne pouvais pas faire par manque de temps. Aujourd'hui, je peux en effet interroger la connaissance des élèves, je peux interroger leur compréhension de mon cours autant que je veux, puisque ça ne me coûte quasiment rien en termes de temps. OK ? Alors, je vais vous faire la démonstration. On va parler un petit peu de ces outils et je vous expliquerai moi ensuite, point par point, comment est-ce que je fais pour construire mes cours et quel est le ressenti après allez, en 2-3 mois d'application sur 2 ou 3 classes. OK ? Voilà. Alors, 67% des enseignants qui utilisent l'IA, comme je le disais, gagnent en moyenne 6 heures par semaine, mais pour ma part, c'est beaucoup plus. Alors, le potentiel, il est immense, et je pense que c'est aussi pour ça que vous êtes là. Alors, ensemble, on va un petit peu voir comment est-ce qu'on peut tirer parti de la technologie, tout en maintenant évidemment une approche pédagogique de qualité. Alors évidemment, j'ai parlé de cours avec l'IA, mais c'est une approche qui peut être adaptée à plein de métiers, d'accord ? Si vous faites du suivi, si vous faites des présentations, alors ça peut être du suivi de clients, de patients, si vous faites des présentations dans votre entreprise, le process que l'on va aborder tous ensemble, eh bien, c'est quelque chose que vous pouvez appliquer très facilement. Okay ? Donc on va voir en premier lieu les bases de la création de cours avec l'IA. Donc on va comprendre le rôle de l'IA dans la préparation des cours et comment elle peut s'intégrer à votre pédagogie. On va voir aussi les principes à respecter, donc ça c'est très important. On va voir les outils IA qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché, la mise en œuvre évidemment de ces outils-là.
avec un exemple pratique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les erreurs à éviter absolument, parce que voilà, il y a des choses qu'il faut vraiment, il y a une éthique personnelle qu'il faut respecter. Il y a des principes par rapport à l'IA aussi et qu'il faut vraiment respecter. On verra ça tout à l'heure. Et ensuite, moi, je vous parlerai un petit peu de ce que je propose en fin de webinaire. Voilà, donc je vous encourage donc à prendre des notes et à être très actif. Donc, si vous voulez réagir, ce sera avec plaisir. Et donc, comme je le disais, le webinaire est enregistré et sera disponible en replay donc sur YouTube. Donc, c'est les gens qui ne souhaitent pas être filmés, etc., bah, vous enlevez la caméra et on ne verra que vos initiales. Voilà. Les premières étapes, donc, est de comprendre le rôle de l'IA dans le processus pédagogique. Alors, son premier rôle, c'est qu'il peut analyser des programmes officiels et adapter le contenu au niveau des élèves. 70% à peu près des enseignants rapportent une meilleure adéquation du contenu après utilisation de l'IA pour l'analyse contextuelle. D'accord ? Exemple, dans certains cas, vous pouvez avoir un référentiel, qui soit de l'éducation nationale ou qui soit de certificateur, que vous devez absolument respecter pour la matière que vous enseignez. Souvent, vous êtes un pro, vous êtes un spécialiste de votre domaine, mais on vous demande d'adapter cette connaissance-là à un référentiel parce que c'est là-dessus que seront jugés plus tard les élèves, que ce soit l'année même parce que c'est un bachelor ou que ce soit dans 2 ans parce que vous êtes par exemple en première année de BTS. En donnant à l'IA donc ce référentiel et en lui expliquant le contexte, il va vous générer un plan qui colle non seulement au référentiel, mais si vous l'avez contextualisé, qui va aussi coller à votre approche de la matière. D'accord ? Donc, dans les deux cas, vous êtes dans un domaine que vous maîtrisez et de l'autre part, vous répondez à ce que demande le référentiel. Et ça, c'est très important parce que quand on est formateur, par exemple, eh bien, le référentiel, on est souvent audité, on est souvent contrôlé. Il faut absolument être sûr que ce qu'on a donné à apprendre aux élèves, aux étudiants, eh bien, être sûr on est vraiment, je dirais, dans les clous. OK ? Deuxième rôle que l'IA peut avoir, c'est la personnalisation. Donc, utiliser des outils comme ChatGPT ou Claude d'Anthropic pour générer des exemples donc adaptés à votre public, parce que les études montrent que la personnalisation augmente l'engagement des élèves de 35%. Quand vous faites un cours qui est adapté à votre public, vous êtes sûr que vous allez capter leur attention et plus que ça, vous êtes sûr que vous leur apportez ce dont ils ont besoin. Alors ça, c'est l'application, l'adaptation, la personnalisation à un groupe. Mais moi, j'irai beaucoup plus loin. Pourquoi ? Parce que le fait, par exemple, de gagner beaucoup de temps dans la construction de votre cours, eh bien, ça va vous donner beaucoup plus de temps pour vous occuper d'un ou deux élèves en particulier. Vous pouvez avoir, par exemple, des élèves qui ont des problématiques parce qu'ils sont timides, parce qu'ils manquent de confiance en eux, etc. Vous savez qu'il y a des compétences, vous savez qu'il y a un potentiel caché, caché pour les autres, mais en tout cas pas pour vous, eh bien, ces élèves-là, vous pouvez les accompagner plus précisément. Pareil pour le coaching. Lorsque vous avez un groupe et que dans ce groupe-là, vous avez des gens qui demandent une attention particulière, eh bien, je peux dire à l'IA, ben voilà, j'ai mon cours principal, voilà, mais génère-moi un exercice pour telle personne, pour tel profil qui est ça, ça, et je vais décrire en fait les problématiques. Et lui, il va réfléchir et il va en effet vous générer l'exercice ou l'atelier qui est vraiment adapté à cette personne-là. Donc c'est là où c'est vraiment puissant. C'est-à-dire que dans une notion de cours de classe, c'est que tout le monde est réuni autour de la même connaissance. C'est marche ou crève. Voilà, soit on suit le cours, soit on ne le suit pas. Là, avec l'IA, j'ai la possibilité de m'occuper plus personnellement, plus précisément de certaines personnes. Et là, je joue vraiment mon rôle d'accompagnateur, de guide et d'apporteur de connaissances. Alors, il y a aussi les objectifs pédagogiques dans le rôle de l'IA, parce que l'IA peut vous aider à formuler des objectifs SMART, donc SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis, pour chaque séance et pour un ensemble de séances. Pourquoi ? Parce que toujours, vous avez une puissance de calcul derrière qui va vous permettre d'étudier ce que vous avez fait. Et de l'autre côté, eh bien, vous pouvez régénérer autant que vous voulez parce que ça ne coûte pas beaucoup de temps. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête. C'est cette capacité de l'IA à pousser plus loin votre rôle d'accompagnateur, que ce soit dans une formation ou dans une démarche de coaching. Pour moi, il y a quatre piliers pour construire un cours qui soit enrichi par l'IA. Et ça, c'est des choses que tout le monde,
que tout le monde va, enfin, les formateurs et les coachs vont se reconnaître un petit peu dans ces piliers-là. C'est déjà, l'IA peut vous aider pour la conception pédagogique. Donc, il peut vous aider pour générer pour une structure de cours. Et c'est vrai que 83% des enseignants constatent donc une meilleure organisation de leurs cours à l'aide de l'IA. Moi, le premier, comme je vous l'ai dit, jusqu'à présent, on se contentait de prendre un cours et de dire, voilà, j'ai mon plan et je vais leur apprendre des choses. Mais au niveau structure, on n'a pas la capacité, nous, êtres humains, de gérer plusieurs problématiques en parallèle. D'accord? C'est-à-dire que de gérer non seulement que le cours soit ultra construit, qu'il soit hyper rythmé, qu'il réponde aux référentiels, etc., etc., etc. L'IA peut y arriver parce qu'il a la capacité de fonctionner comme ça en silo, hein, sur certaines réflexions, et en même temps de pouvoir croiser, de faire un travail transversal pour mélanger tout ça et vous donner le meilleur équilibre possible par rapport à tous les critères que vous lui avez passés. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'IA vous permet aussi de pouvoir créer facilement plusieurs versions d'un même cours pour différents niveaux. Donc ça peut améliorer la compréhension des élèves de 42%. Vous allez voir, si vous suivez un petit peu la démarche que je vous propose, des élèves ou des clients, si vous faites du coaching, ou des apprenants, si vous êtes formateur, vont venir vous voir et vont vous dire « j'ai bien compris, c'était vraiment bien, parce qu'avec les autres, ce n'était pas comme ça ». Pourquoi? Parce que vous gardez, vous, la qualité humaine que l'IA ne peut pas avoir, évidemment. Mais par contre, tout ce qui est passage de connaissances, il a été déjà retravaillé. Vous savez où est-ce que vous allez. Vous avez une stratégie en amont qui est vachement plus efficace. Deuxième point, deuxième pilier d'un cours enrichi par l'IA, c'est les ressources et le contenu. L'IA donc peut créer des explications, des exemples et des exercices variés. 71% des élèves trouvent les exemples générés par l'IA plus pertinents et engageants. On va voir tout à l'heure dans l'exemple, mon petit exemple, dans mon cas concret, on va voir en effet comment est-ce qu'on va générer un exercice ou un atelier de travail grâce à l'IA. Et c'est vrai que l'intérêt, c'est que souvent, avant, on inventait des ateliers. Alors, c'était soit des ateliers basés sur du concret, sur nos expériences professionnelles, ou soit sur des choses que l'on a lues dans la presse, soit sur des recherches en bibliothèque. Mais ça manquait un petit peu de saveur et ça manquait un petit peu de précision ou de personnalisation. Là, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est-à-dire vous pouvez lui dire « créez-moi un atelier sur tel sujet », si ça ne vous plaît pas, vous lui demandez de retravailler. Et ce n'est pas quelque chose qu'il va faire en 1 heure, 2 heures, c'est quelque chose qu'il va faire à la seconde. Donc ça, c'est super intéressant. Deuxième point sur les ressources et le contenu que peut générer l'IA, c'est le multimédia. L'IA, en tout cas pour ChatGPT, pas pour Claude d'Anthropic, chez ChatGPT, vous pouvez générer des images. C'est ce que je fais moi sur les PowerPoint notamment, parce que les images en fait nous permettent juste de mettre un petit peu votre slide, votre diapo dans le contexte. On ne cherche pas forcément quelque chose d'ultra précis, mais si par exemple vous parlez d'écologie, eh bien si vous mettez une image générée par l'IA avec des arbres, peut-être avec des problématiques de pollution, etc., ça va être beaucoup plus parlant. Donc au lieu d'aller chercher, comme on le faisait souvent, des images sur Google qui étaient parfois pas libres de droit, ou aller chercher ça dans une bibliothèque auquel on a un abonnement, eh bien là l'IA va vous le générer. Et en plus, comme vous allez lui demander directement dans le fil de conversation qui va créer votre cours, l'image sera évidemment beaucoup plus adaptée à ce que vous attendez. Troisième pilier, c'est le suivi et l'évaluation. Donc la création de quiz. Par exemple, l'IA peut générer des questions variées en testant différents niveaux de compréhension selon donc la taxonomie de Bloom. Alors, je renvoie à ceux qui ne savent pas ce qu'est la taxonomie de Bloom, je les renvoie donc à Wikipédia, c'est très très bien expliqué. Mais si vous mettez en effet une contrainte là-dessus, vous aurez en effet un process de contrôle qui sera beaucoup plus efficace. Encore une fois, c'est pas de robotiser ou de déshumaniser, bien au contraire. C'est-à-dire que tous ces process-là vont être créés par l'IA, mais c'est moi qui décide, mais ça me laisse moi le temps de mettre en application ce qui fait vraiment que je suis un professeur vivant, c'est le côté humain. D'accord ? Donc ça, pour les gens qui vont mettre en place ces outils-là, vous allez voir, vous allez avoir un certain poids de charge mentale qui va s'envoler parce que vous serez beaucoup mieux et vous serez plus à l'écoute
et certaines difficultés en fait de formation vont disparaître parce que l'IA aura pris en charge la partie, je dirais, la plus douloureuse, la plus problématique. Toujours sur le suivi et les évaluations, parlons donc de l'analyse des résultats. L'IA donc peut analyser les réponses des élèves et identifier les points nécessitant une révision. Et 89% des enseignants rapportent une meilleure compréhension des difficultés des élèves. En effet, tout à l'heure, on va voir comment est-ce qu'on va créer un quiz sur Google Forms, qui est un outil gratuit, puisque là, aujourd'hui, je crois que je travaille qu'avec des outils gratuits. Eh bien, lorsque les élèves ont répondu à votre formulaire, à votre quiz, Google Forms va générer un tableau type tableau Excel. Ce tableau-là, si je le prends et que je le mets dans ChatGPT, je peux lui dire « analyse-moi ce tableau ». Et il va m'analyser le tableau en me disant, ben voilà, Adrien, il a eu un problème sur telle ou telle question, donc ça voudrait dire qu'il y a peut-être une thématique ou un concept qu'il n'a pas compris. Julie, eh bien, ça va être autre chose. Ah, lui, Frédéric, tout a été bon, peut-être qu'on peut lui augmenter de niveau la prochaine fois. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas jusqu'à présent. C'était trop compliqué et surtout, on n'avait pas cette capacité d'analyse très, très rapide. Quatrième pilier, c'est l'engagement et l'interaction. Alors, grâce à l'IA, comme je vous le disais, on peut créer des ateliers pratiques et des produits qui sont, des projets qui sont engageants donc pour les étudiants. Alors, pour les coachings, c'est pareil, hein, c'est-à-dire que si vous avez un groupe et que vous devez les coacher, les accompagner, idem j'ose, hein, je sais qu'on a une psychologue dans le groupe. Si par exemple vous voulez créer des ateliers de travail ou des petits jeux qui vous permettent de détecter des choses, vous pouvez le demander à l'IA. Parce que lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre plusieurs contextes, il va travailler dessus, il va vous donner le meilleur résultat possible. Par exemple, vous pouvez par exemple faire un questionnaire pour définir un profil psychologique. D'accord ? Ça, c'est tout à fait possible. Mais vous pouvez le travailler selon votre contexte de formation, selon le moment, selon le type de public. Ça, c'est tout à fait possible et franchement, ça ne prend pas beaucoup de temps. Deuxième élément donc, de l'engagement et de l'interaction, c'est que l'IA peut suggérer des retours constructifs adaptés à chaque élève. C'est que, en effet, grâce à mon étude, à mon contrôle des quiz, des ateliers ou d'autres choses que je pourrais mettre en place, eh bien, je vais pouvoir avoir des feedbacks sur tel ou tel élève. Et ça, c'est super intéressant. Il y a un truc qu'on ne fait pas en France, c'est de questionner les élèves sur comment vous avez trouvé le cours. Moi, j'ai pas de problématique avec ça. Un élève ou un étudiant a le droit de me dire j'ai pas aimé. Au contraire, c'est très bien parce que si moi je lui pose la question, c'est que j'estime, je le responsabilise d'une certaine manière. S'il me dit j'ai pas aimé telle partie et que c'est confirmé par d'autres élèves, donc ça veut dire qu'il y a une partie, c'est pas que je suis un mauvais prof, hein, c'est que tout simplement cette partie-là n'était pas adaptée. Donc c'est à moi, c'est ma responsabilité en tant que formateur, en tant que transmetteur de connaissances, c'est ma responsabilité de la retravailler pour que la prochaine fois, ce soit beaucoup plus fluide et que l'expérience que les étudiants, les élèves, les clients de coaching ont avec moi soit vraiment super. C'est-à-dire qu'ils se disent « Ah le cours, il s'est super bien passé, je ne me suis pas ennuyé, j'ai appris des choses, etc. » C'est un petit peu le but qu'on recherche tous. On va parler maintenant des solutions et des techniques, des solutions techniques et des outils qui existent, parce qu'on entend beaucoup de choses. Alors c'est vrai que ChatGPT, voilà, c'est celui dont on parle le plus, c'est celui qui a la plus forte notoriété dans l'intelligence artificielle. C'est aussi le premier qui a été connu, hein, dont on a parlé le premier, quand il s'est agi d'applicatifs de l'intelligence artificielle pour le grand public. Et c'est aussi par lui qu'est arrivé la polémique, mais ça, passons, ce n'est qu'une polémique. On a donc on n'a pas grand monde en termes d'acteurs dans l'intelligence artificielle, je parle des gros, des solides, on en a à peu près 3, 4. On a ChatGPT, qui est en fait un outil conversationnel de l'entreprise, c'est sous forme de fondation, je crois, c'est OpenAI. On a Claude, c'est l'entreprise Anthropic. On a Gemini de Google, qui est intégré dans leurs outils, qui sera aussi intégré sans doute dans Gmail, dans tous les outils de bureautique qu'ils ont. Et on a un petit français qui s'appelle Mistral, et qui, voilà, c'est à peu près les 4 que je connais, qu'on utilise, qui sont libres d'accès. Alors, je rappelle aussi que si vous voulez avoir votre propre
intelligence artificielle à la maison, dans votre ordinateur, et donc qui n'est pas connecté, c'est tout à fait possible. Vous pouvez en effet installer une IA personnelle sur votre ordinateur, parce que le risque en fait de l'IA, c'est une fuite de données. C'est-à-dire que quand vous envoyez par exemple des informations avec des noms à ChatGPT, on ne sait pas ce que ça devient, parce qu'il va y réfléchir, ça va être mémorisé. D'ailleurs, vous pouvez les retrouver après dans votre fil de conversation, mais on ne sait pas ce que ça devient. Donc, si vous avez des données sensibles qui partent comme ça sur le web, ça peut être problématique. Alors, attention, ce qui est grave, c'est en fait le croisement de données. C'est-à-dire que vous vous appeliez Sophie et que vous fassiez un cours sur le marketing, c'est pas très grave, mais que vous appuyez Sophie, que vous calculez votre budget mensuel, que vous calculez vos impôts sur ChatGPT, etc. Là, ce sont tous ces croisements de données qui peuvent en fait identifier un profil et qui peut être problématique. Mais ce que je conseille, moi, pour ne pas avoir de soucis, c'est lorsque vous avez, et ça je parle aussi aux gens qui font du droit ou qui sont dans des choses un petit peu sensibles, notamment par exemple les avocats, ou des gens qui travaillent dans les ministères, c'est de cacher les noms. C'est-à-dire de cacher les noms, et là, il n'y a pas de souci, parce que si vous remplacez M. Dupont par M. Tartampion, ça ne pose pas vraiment de souci, parce que les chiffres n'ont pas vraiment de valeur à ce niveau-là. Donc, ChatGPT et Claude, ce sont des outils conversationnels, c'est que du texte. On leur donne du texte et ils nous répondent avec du texte. Sauf pour, évidemment, ChatGPT qui, lui, a un outil qui s'appelle DALL-E et qui est un outil qui permet de créer des images grâce à l'IA. Deuxième groupe, c'est les générateurs d'images. Donc, on retrouve en effet DALL-E dont je viens de parler et Midjourney. Alors, les deux premiers, Claude et ChatGPT sont gratuits. Ils ont une version gratuite. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Vous inscrivez votre email. Vous y avez accès, ce qui vous permet de retrouver en fait l'historique. Alors, ne faites pas l'erreur de commencer à travailler sans vous connecter, parce que tout ce que vous allez faire va être perdu. Et il y a aussi des fonctionnalités qui n'existent pas lorsque vous n'êtes pas connecté. Donc, vous vous connectez avec votre email, vous travaillez, vous pourrez retrouver ensuite dans votre espace toutes les conversations que vous avez pu avoir avec ChatGPT, parce que des fois, vous avez juste une petite conversation, écris-moi un mail, vous la mettez de côté, et vous pouvez revenir plus tard, parce que justement, cette conversation-là va continuer avec votre interlocuteur, c'est pas la peine de lui redonner le contexte, oui, il l'a déjà. DALL-E donc pour l'image, Midjourney qui est un concurrent, mais qui lui est payant. Il n'y a pas de version gratuite, vous êtes obligé de prendre un abonnement qui est de l'ordre de 10 $ ou de 15 $ par mois pour pouvoir générer donc des images. Alors, en termes de qualité, moi, je ne suis pas encore satisfait du niveau de l'IA dans l'image. Bon, des gens s'extasient. Moi, je trouve qu'il faut beaucoup travailler. Quand je fais des images avec, je travaille beaucoup. Je régénère beaucoup de prompts. Alors, le prompt, pour ceux qui ne savent pas, c'est la consigne que vous mettez dans le petit champ. Donc, les prompts, il faut les retravailler, il faut les recontextualiser, il faut lui redemander de retravailler, etc. Donc, je trouve que ce n'est pas encore ça, parce que la base de connaissances en image n'est peut-être pas aussi performante, elle est aussi différente de ce qui se passe pour du texte. Mais je pense que dans les 1 ou 2 ans, ça serait vraiment parfait et vous pourrez créer à peu près les images que vous attendez sans trop de difficultés. D'accord ? L'autre outil que l'on va voir, en dehors des outils de présentation comme PowerPoint et Keynote sur Mac, c'est Google Forms, qui est un outil qui vous permet de faire des formulaires. Alors, j'ai pris celui-là parce qu'il est gratuit, parce que beaucoup de monde l'ont, mais vous pouvez aussi prendre d'autres outils. Vous avez Tally, vous avez d'autres outils, mais moi, j'ai pris celui-ci parce que, bon, voilà, j'utilise beaucoup, j'aimais les outils de Google quand je veux aller vite et utiliser de la bureautique sur le cloud, mais vous avez d'autres choses, ok ? Voilà un petit peu pour les outils qu'on va utiliser. Alors, pour la démo que je vais vous montrer là tout de suite, c'est on va suivre un processus, que ce soit un processus de formateur, que ce soit un processus de professeur, et que ce soit aussi un processus de coach. Bref, un processus où vous avez une présentation à faire, vous avez une transmission de savoir, un contrôle des compétences à faire sur du long terme, et ça va nous amener du plan, de la stratégie du plan, jusqu'à la séance, et ensuite au contrôle. Alors le contrôle,
alors en formation ou en formation pour continu, ou que ce soit dans la formation initiale, le contrôle, bon, vous le connaissez, hein, on est tous passés par là, c'est les contrôles justement, les fameux contrôles, c'est les oraux, etc. Mais quand on est coach, par exemple, on peut faire des contrôles sur le moment, et donc à chaud. On peut faire des quiz à tiède, c'est-à-dire quelques jours après la séance, et on peut faire aussi des quiz à froid pour voir qu'est-ce qu'il est resté au bout de 2, 3, 4 mois après la formation. Okay, donc ça, sur le process que je vais vous montrer, c'est tout à fait possible, ça coûte franchement rien du tout en termes de temps, et ne vous en privez pas, parce que ça va vous permettre d'avoir un retour rapide, parce que le problème, en fait, quand on transmet des connaissances, c'est: est-ce qu'ils ont compris? Est-ce qu'ils ont compris? Alors, oui, en France, les gens n'osent pas. Les élèves, ils vous disent pas: oui, monsieur, j'ai bien compris. Ils vous disent ni ça va pas, et ils vous disent pas non plus ça va. Donc, on ne sait pas exactement. Et nous, on a besoin d'avoir quand même des jalons de contrôle, de savoir où est-ce qu'on se trouve. Est-ce que moi, je fais un cours et puis bon, ça va comme ça part un petit peu comme ça passe, ça rentre par une oreille et ça sort par une autre. Qu'est-ce qui est retenu? Donc, les quiz, c'est super intéressant parce que ça permet de contrôler pour l'élève ou pour le client comment ce qu'il a appris de cette interaction avec vous. Et ça permet, nous aussi, donc les passeurs de savoir, les passeurs de compétences, c'est de savoir si nous, on a été performant ou pas. Et ça, c'est super important. Alors, autre chose qu'on va voir, c'est comment on va générer des exercices. Alors, c'est pareil. Souvent, dans un process, qu'on soit en coaching, où on a besoin d'avoir des ateliers à faire, à appliquer donc sur la thématique qu'on doit gérer, ou que ce soit donc pour des professeurs où on va faire des études de cas, des exercices, etc. Alors évidemment, là, j'ai pris des choses un petit peu formation supérieure, mais ce que je raconte, ça peut être adapté quasiment à tout. Et vous avez vu, c'est assez large, hein. Ça part de l'éducation classique comme on la connaît, mais ça peut être vers le coaching, ou ça peut être aussi vers d'autres formations, ou et même d'autres métiers. Alors, allons-y. On va changer de fenêtre. Tout le monde voit, j'espère, la nouvelle fenêtre. Alors, je le rappelle, la qualité de travail avec ChatGPT, c'est une question de prompt. D'accord? Le prompt, donc en anglais, c'est le prompt engineering. En français, on est un peu poète, on a fait ça l'art du prompt. Hein. C'est comment, en fait, je vais demander des choses à un outil qui est ultra puissant, et qui est mon assistant. Alors, pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, c'est que ChatGPT, il faut le prendre comme un assistant. Okay, c'est un assistant qui est là avec vous. Voilà. Et quand vous arrivez au bureau, il est déjà là. Et quand vous quittez le bureau, il est encore là. Il a 24 heures sur 24. Il sait tout. C'est-à-dire qu'il a une capacité, il a une connaissance, un savoir qui est énorme. Il a une capacité de réflexion qui est énorme. Mais par contre, il faut lui expliquer. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut. Parce que justement, cette puissance qu'il a, eh bien, si on ne la contrôle pas, eh bien, ça ne se passe pas super bien. D'accord ? Ça ne se passe pas, voilà, il ne sera pas super, ça ne sera pas efficient. Donc, le prompt, c'est ce qu'on va voir là. Et donc, j'ai préparé des prompts pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Le prompt que je vais mettre, c'est là-dessus que tout se joue. Alors, évidemment, quand vous demandez une première chose et que le résultat ne vous convient pas, vous le retravaillez. Et vous regardez à quel moment, en effet, vous avez mal fait. Quel est le contexte que vous n'avez pas mis, quel est le contexte qui est trop précis, et quel est le contexte qui est trop large. D'accord ? Alors juste, j'ai fait une petite omission tout à l'heure, c'est la différence entre ChatGPT et Claude. C'est quelque chose que j'ai observé récemment, c'est que je trouve que Claude est extrêmement rigoureux dans les demandes. Quand on lui fait une demande, il est très très rigoureux. Et ChatGPT est beaucoup plus fantasque, il est un peu plus créatif. ChatGPT se permet quelques libertés que ne se permet pas, par exemple, Claude. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, Claude, c'est souvent des développeurs, des gens qui sont très techniques qui vont l'utiliser. Et puis, ChatGPT, voilà, il est vraiment adapté à tout ce qui est littéraire, si vous voulez générer un texte, etc. Mais là, du coup, comme c'est un petit peu un cheval fou, il faut un petit peu le contraindre par les contextes. OK ? Alors, la première des choses, c'est qu'imaginons, on me demande de faire un cursus de formation pour des étudiants je sais pas moi, qui sont dans le domaine du management du sport. La formation doit durer 10 séances, et chaque séance dure 2 heures.
D'accord? Donc, moi, peu importe les dates, mais je sais que voilà, j'ai voilà, 10 fois 2, j'ai 20 heures de formation en séquence de 2 heures. Donc, je vais lui dire de me faire une proposition, de plan de formation. Donc, je copie et je colle ici c'est ici plutôt. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai copié-collé mon prompt où je lui ai demandé, avec une faute d'orthographe, ici, je lui demande créer un plan de formation sur la communication digitale pour des étudiants dans le domaine du management du sport. La formation dure 10 séances et chaque séance dure 2 heures. Mon prompt est encore générique, hein, parce que je n'ai pas dit quel âge ils avaient, j'ai pas dit quelle attitude ou dans quel style je voulais leur faire le cours, etc., etc. Mais voilà, c'est un exemple pour créer un plan de formation. Et c'est parti. Alors, pendant qu'il calcule, j'aurais pu mettre le référentiel de la formation. J'aurais pu récupérer le référentiel de la formation, la fiche qui traite de cette formation, et le lui donner. Donc, lui, il va avoir en fait un contexte supplémentaire. Qui va être un peu plus, qui va être d'accord, qui va être plus précis, qui va vraiment répondre. Alors vous voyez, il m'a créé les séances. Donc il m'a créé séance 1, introduction à la communication digitale dans le sport. Objectif, voilà, comprendre les fondamentaux de la communication digitale, identifier les spécificités du secteur sportif, définition et enjeux de la communication digitale, présentation des outils, etc., etc. Alors, on ne va pas perdre de temps là-dessus, hein, vous voyez, bon, il a tout structuré. Le résultat, s'il n'est pas bon, s'il n'est pas assez précis, c'est de ma faute, parce que je n'ai pas donné suffisamment d'informations. Mais si j'avais voulu aller beaucoup plus loin et être dans quelque chose de beaucoup plus réaliste, eh bien, j'aurais été chercher donc avec le trombone le référentiel ou des données de la formation et je lui aurais donné et il m'aurait en effet fait quelque chose d'encore plus adapté à mon référentiel. Okay, donc j'ai fait mon plan. Voilà, j'ai fait mon plan et je reste toujours dans le même fil de discussion. Alors, vous remarquerez que je suis en ChatGPT 4.0. Alors, moi, j'ai la version payante, j'ai accès à d'autres versions du modèle, d'autres modèles pardon, de ChatGPT. Là, je ne vous montre pas celui-ci parce qu'il n'existe pas dans la version gratuite. Donc, vous avez accès à celui-là, 4.0. Et lorsque vous avez un peu trop travaillé dans la version gratuite, il va vous rétrograder et vous mettre sur un modèle beaucoup moins puissant qui est, je crois, le 3.5 pour vous. Okay, ou alors sur le 0.1 mini, je ne sais pas. Il faudra tester. Donc, j'ai créé mon plan de formation. Quand mon plan de formation est fait, bon, vous faites ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez le copier, et le coller dans un fichier Word. Vous en faites ce que vous voulez. De toute façon, il n'est jamais perdu tant que vous n'avez pas supprimé votre fil de conversation. Maintenant, on va générer les cours. D'accord? Donc, le cours, je vais lui dire, voilà, je vais coller le prompt, je vais mettre le prompt. Et on va mettre le prompt ici. Hop. Et voilà. Donc, je lui dis créer ou créer, on le tutoie ou on le voit selon les jours. Donc, créer un contenu de cours de 2 heures sur la communication digitale pour la séance 1. Parce que vous vous souvenez, il m'avait fait séance 1, séance 2, etc., etc. Moi, ce que je veux, c'est le cours de la séance 1, c'est-à-dire les 2 heures, les 2 premières heures, séance 1, je lui dis de me faire le cours complet. Alors, qu'est-ce que je lui demande? Bon, je lui précise que c'est 2 heures, il me semble, oui. Alors, je veux, moi, une alternance de 10 minutes de théorie. Pourquoi? Parce que moi, mes élèves, je sais qu'au bout de 10 minutes, ils vont dormir parce que c'est trop théorique. D'accord? Et que si je veux être efficace, il faut que je respecte ce rythme-là. Ça ne sert à rien de se dire je m'en fiche, ça c'est leur problème, moi je fais mon cours, et puis voilà, marche ou crève. Voilà. C'est pas comme ça, à mon sens, qu'il faut fonctionner. Il faut être un peu plus pragmatique et de toute façon, faire en sorte que ce qu'on a à passer passe du mieux possible. Parce que mon but à moi, c'est que mes élèves, ils tirent le meilleur profit possible de ma formation. Donc, je lui dis 10 minutes de théorie, des interactions avec les élèves. Donc, pendant cette séance-là, je veux qu'il y ait des interactions avec les élèves, c'est-à-dire par le biais d'ateliers, par le biais de questions, etc., etc. Je veux une étude de cas pratique en groupe. Je veux, pendant ces 2 heures-là, les faire travailler en groupe parce que je tiens beaucoup, moi, au travail en groupe. Je pense que c'est très, très important parce que ça prépare aussi mes étudiants, ça les prépare à la vie professionnelle, où là, ils seront obligés, justement, de gérer les interactions avec leurs collègues et aussi de travailler de manière constructive avec d'autres, avec qui ils ne s'entendent pas forcément.
Je lui dis, à la fin, tu me fais un rappel des points importants. Pourquoi? Parce que souvent, dans certaines formations, bien, on a un vocabulaire à retenir. Donc, il faut que ce vocabulaire-là, il faut qu'il puisse passer. Donc, à la fin de chaque séance, je leur dis, ben voilà, vous avez ces points importants à retenir. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont commencer à écrire, qu'ils vont vraiment noter. Ah oui, donc, parce qu'ils se disent, si c'est important, ça veut dire que ça va peut-être retomber, ça va peut-être retomber pendant un partiel. Donc, il faut absolument que je les note. Alors, j'ai fait une erreur. Donc, la séance se déroule selon une présentation PowerPoint, génère chaque slide avec le contenu qu'elle doit afficher et le script à lire par le présentateur. Alors, je pousse un peu plus loin je dirais le principe, c'est-à-dire que je lui dis, tu vas me générer chaque slide, un par un, et après, moi, je n'aurai plus qu'à prendre ce contenu-là, hop, et à le mettre sur mon outil de présentation, que ce soit PowerPoint ou Keynote, et là, j'aurai toute ma présentation. Alors, il l'a fait. Donc, on va voir ce qu'il me met. Il m'a mis, donc, il me génère des petites en-têtes pour me dire ce que c'est. Alors, il me fait slide 1, titre et introduction. Donc, ça, c'est une slide. Donc, titre, introduction à la communication digitale dans le sport. Sous-titre, pourquoi et comment adopter une stratégie numérique dans le sport. Et il me met le script que je dois dire. C'est-à-dire que moi, j'ai ma présentation qui n'est pas la même que ce qui est affiché au tableau ou en projection. Donc là, j'ai sous les yeux, moi, ce que je dois lire. Donc, bienvenue à cette première séance sur la communication digitale appliquée au management du sport. Aujourd'hui, nous allons explorer les bases de la communication digitale et comprendre son importance, etc., etc. Je ne vais pas tout lire, c'est juste pour vous montrer qu'il a vraiment appliqué mes consignes, mais il fallait encore que mes consignes soient passées. Et là, pareil pour la slide 2. Pareil, il me dit, voilà ce qu'il faut que tu affiches, voilà ce qu'il faut que tu dises. Et il me fait une interaction. Vous voyez, je lui ai demandé des interactions. Il me dit, question aux élèves, selon vous, quels sont les outils digitaux les plus utilisés dans le sport? Pourquoi? Et il me dit, laissez 2 ou 3 élèves répondre. Il va aller même plus loin dans les consignes, et même dans les conseils. Il me dit ce que je dois faire, même sur ces petits moments d'échange. Slide 3, c'est à peu près la même chose que la première. Slide 4, idem, 5, etc., etc. Alors, j'aurais pu aussi lui dire de calculer le temps pour chaque slide. Donc là, j'ai 8 slides. OK? Là, j'ai 8 slides. Cette séance est terminée, donc on dit ce sont les 2 heures. OK. Maintenant, ce que je veux, moi, c'est un exercice. Je veux un exercice à leur donner. Et là, je vais passer aussi un prompt. Je vais lui faire, voilà, et je vais, hop. Je vais lui demander, génère le contenu complet de l'étude de cas avec des chiffres sous forme de tableau. Le but est de renforcer les compétences en communication digitale des élèves. Voilà. Donc, je lui dis qu'est-ce que je veux. Je lui dis quel est le contexte. Et souvent, comment est-ce qu'il doit y arriver? Alors, il me dit analyse la stratégie digitale des Jeux Olympiques de Paris 2021. Vous voyez, il est à la page. Et les Jeux Olympiques de Paris 2024 représentent un événement mondial nécessitant une communication digitale innovante pour engager une audience internationale. Cette étude de cas permet aux élèves d'analyser les outils utilisés, leur efficacité et d'identifier des axes d'amélioration. Voilà. Donc là, il me fait un tableau. Alors, je ne sais pas s'il va me mettre les consignes ou pas. Alors, performance des outils numériques. Donc là, c'est voilà. Alors voilà. Donc là, c'est le contexte. C'est le contexte de l'étude de cas. Voilà. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il a trouvé les chiffres, mais il les a trouvés quelque part apparemment. Et les questions pour guider l'analyse en groupe. Quels sont les points forts de la stratégie digitale? Et avec les consignes pour les consignes pour ce point-là. Quels axes d'amélioration pourriez-vous proposer? Quels enseignements tirer pour un club ou un événement sportif local, etc. C'est-à-dire qu'en fait, il pose vraiment des questions qui sont des questions un peu globales, un peu macro, et en même temps des questions extrêmement précises, très terrain. Et là, il me dit quel est l'objectif pédagogique pour la menée de cet atelier. En étudiant donc une campagne réelle ou en analysant les chiffres, les élèves renforcent leur compréhension des outils digitaux, leur capacité d'analyse critique et leur aptitude à formuler des recommandations adaptées à des situations variées. Et conclusion du cas pratique. Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il me met une conclusion. Donc, les Jeux Olympiques de Paris 2024 démontrent une maîtrise exemplaire de la communication digitale grâce à une synergie entre les différents canaux. Les élèves peuvent s'inspirer de cette stratégie pour concevoir leur propre campagne, même à une échelle plus modeste, tout en utilisant les chiffres pour appuyer leur choix. Donc ça, il a balayé de manière très très large le sujet. Donc ça, c'est super important. Donc ça, c'est mon atelier. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le prends, je le mets en ligne, et je génère un QR code de l'adresse et souvent je l'affiche dans ma présentation PowerPoint. Les élèves n'ont plus qu'à flasher le QR code et ils ont
l'atelier sous les yeux, donc je n'ai pas besoin de faire des photocopies. Tout le monde a un smartphone, toujours en train de pleurer parce que c'est mal utilisé. Là, en tout cas, il s'est utilisé dans le cadre du cours, et c'est parfait, ça marche très très bien. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de difficulté. Pour eux, c'est extrêmement fluide, et ça, c'est plutôt bien. Maintenant qu'on a fait l'atelier, on va faire le quiz. Le quiz, imaginons que voilà, j'intègre mon quiz. Donc, on va faire le quiz. Hop. Mais ce n'est pas le quiz que l'on verra parce que c'est juste pour, enfin, que je vais adapter tout à l'heure, mais c'est juste pour vous montrer comment je vais lui demander. Et je lui dis créer un quiz de 20 questions. Pourquoi 20 questions? C'est parce que, bon, on note sur 20 en France, c'est comme ça. Et donc, souvent, je peux être amené à noter. D'ailleurs, je peux leur dire, bah, peut-être que ce quiz, il sera noté. Donc, je demande 20 questions, mais je pourrais en demander 5, 10 ou 50. Ça, c'est vous qui voyez. Donc, ce quiz doit inclure des questions de type QCM, vrai-faux, et des questions ouvertes pour tester la compréhension des concepts abordés. Alors, je ne précise pas que je suis toujours dans la même séance parce que c'est ce qu'il comprend, lui. Parce que quand vous êtes toujours dans le même fil de discussion, lui, il est toujours dans le même fil de discussion. C'est-à-dire, si ensemble, on parle je sais pas moi, de cuisine, et que je vous dis, oui, je vais utiliser un couteau, vous n'allez pas comprendre que c'est un couteau de platiste, hein, pour mettre le plâtre. Vous allez comprendre que c'est un couteau de cuisine. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, quand vous êtes dans une conversation, il ne réfléchit que dans la logique de cette conversation-là. Donc, si je demande un quiz, il comprend que ce quiz, il est basé sur la séance que qui vient de me générer. Et on y va. Et c'est parti. Donc, alors, pour ceux qui seraient un petit peu étonnés de certaines lenteurs de ChatGPT, sachez que ça dépend du moment de la journée. Alors moi, je remarque que ChatGPT est super rapide le matin et un peu plus lent l'après-midi, mais c'est parce que je pense qu'à partir de 14 heures, on a l'Amérique du Nord qui se réveille, qui commence à utiliser ChatGPT, donc du coup, les serveurs sont un petit peu pris d'assaut et on a des ralentissements. Je le remarque surtout quand je génère des images, où là, c'est vrai que l'après-midi, c'est extrêmement lent. Alors voilà, voilà. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il il a fait des questions-réponses selon les sections. Alors, je ne sais pas si ça correspond, je pense que ça doit correspondre. C'est des sections, non, ça n'a rien à voir avec les slides apparemment. Mais il m'a fait, hop, je redescends. Voilà, si, c'est selon les slides, 5. On avait à peu près 5-6 slides, voilà. Donc, il m'a généré en fait. Voilà, je vais un peu vite, je suis désolé, je vous donne peut-être le mal de mer. Mais voilà, section 1, donc questions et choix multiples. Quel est l'objectif principal de la communication digitale dans le sport? Augmenter les revenus, attirer un public, etc., etc. Ce que j'aurais pu lui demander, ce que je vais lui faire, je vais modifier le prompt, parce qu'on peut soit redemander en dessous, soit modifier directement, et je vais dire, pas notifie, mais signale les bonnes réponses. Les bonnes réponses. Voilà, et c'est parti. Signaler. Donc, il régénère. Et vous voyez là, comme j'ai eu 2 prompts, enfin une modification, j'ai 2 sur 2, donc c'est le deuxième prompt sur les 2. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez, sur chaque réponse, il va me dire bonne réponse. Bon, évidemment, ça, quand on va faire le quiz, quand on va le monter sur le formulaire, il faudra l'enlever. C'est que juste, parfois, je travaille tellement vite que je n'ai pas le temps de lire. Donc, ça permet d'identifier très rapidement la bonne réponse, même si je la connais, mais des fois, je ne lis pas, je vais très très vite parce que le quiz, je le monte en 1 ou 2 minutes maximum. Voilà, donc vous contrôlez bien que tout est OK, qu'en effet les questions sont adaptées, qu'il n'y a pas de sortie de route, que vraiment tout est bon. Et là, en effet, vous pouvez y aller. OK? Voilà, donc j'ai généré, vous vous souvenez, donc mon cours qui est là, donc avec hop, ça c'est le plan, voilà, séance 1 il est là, et donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais transformer ce contenu textuel, je vais le transformer en PowerPoint, enfin en présentation, pas PowerPoint mais Keynote, mais en présentation pour être affiché devant les élèves. Donc, on va changer de fenêtre et je vais juste, hop, je vais peut-être vous afficher l'ensemble de l'écran. J'espère que là, je suis sur Keynote, mais sur Word et PowerPoint, c'est à peu près la même chose. Et ça, je mettrai sans doute une vidéo qui sera en effet le pas à pas que tu me demandais tout à l'heure.
Alors, je copie donc mon contenu. Alors, vous me faites confiance, hein. Et je vais ici, et je vais me mettre ici. Alors, Keynote, il y a un truc rigolo, c'est qu'en effet, il a un mode qui s'appelle mode structure. Et ce mode structure, en fait, je vois mes slides sous forme de texte. D'accord? Donc, moi, ce que je fais, c'est que je fais nouvelle diapo. Je vais la mettre plutôt ici, là, plutôt même plus là, plutôt là. Bon, elle ne veut pas, c'est pas grave. Et je copie tout le contenu. Voilà. C'est tout mon script. Vous voyez, il y a le slide 1, etc. Vous vous souvenez. Hop, il y a tout mon contenu, slide 1, etc., etc., etc. Quand j'ai fait ça, après, c'est une procédure sur, sur Keynote, mais bon, je n'ai pas d'autre solution. Il y a une autre solution qui existe, mais elle n'est pas aussi pro que celle que je vous montre. Et en fait, je fais réappliquer voilà, je réapplique en fait le template. Et là, c'est fini. Mon contenu, il est sur Keynote. Je reviens ici dans le navigateur et j'ai toutes mes slides. Libre à moi ensuite de dire celle-ci, c'est le titre. Eh bien, je vais lui appliquer le template titre. D'accord? Celle-ci, c'est contenu du slide, ça ne m'intéresse pas, je la vire. Séance et introduction, c'est aussi du titre, donc je la mets ici. D'accord? Je supprime ça. Voilà, donc ça va super vite en fait. Objectif, sous-titre, enjeu, tendance, etc. Bon, ça devait faire partie de la slide d'en haut. Image de fond, il me dit même quelle est l'image de fond. Ça, je m'en fiche, je vire, etc., etc. Et ça va, titre de diapositive, script. Alors ça, c'est le script. Je le copie mon script et je vais le mettre ici dans cette première slide. Et je le mets ici parce que c'est le script du commentateur. D'accord? Voilà. Et je fais ça, en fait, pour toutes les diapos. Quand on en a, je sais pas moi, 40, 50, c'est à peu près ce qu'on peut avoir pour une séance de 4 heures. Franchement, vous en avez quoi pour 10 minutes max, quoi. 10 minutes, ça va super vite. Et vous avez votre PowerPoint qui est prêt à être utilisé. OK? Pour PowerPoint et Word, ça se passe différemment. Vous allez copier-coller en effet votre texte, c'est-à-dire je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais changer de vue. C'est ça, voyez. Vous avez ça, mais vous l'aurez sous Word. Mais par contre, il faudra donner des titres de niveau 1, 2, 3 à chaque élément et de demander à Word de l'exporter en PowerPoint. Et là, vous le récupérez sur PowerPoint. Vous appliquez votre template et là, c'est pareil, tout est terminé. C'est-à-dire qu'un truc, c'est quelque chose qui ne dure pas très très longtemps. OK ? Ça, c'est pour la création de slides de présentation. Maintenant, on va voir la deuxième chose qui est la création de quiz. C'est parti. Donc, on est sur Google Forms. Et Google Forms, je vais créer un nouveau formulaire. Et j'utilise sur Google Forms, alors notez-le ce que ça intéresse, c'est un plugin, une extension gratuite de Google Forms qui s'appelle Form Builder Plus. D'accord? Donc je le débute. Il est en train de charger. Voilà, il est là. Et le quiz que vous avez vu tout à l'heure, en fait, je l'ai enregistré dans un document Google Doc, d'accord? Et je vais lui demander à ce plugin d'aller le chercher, de le transformer en quiz, en formulaire. Voilà, donc il est là. Je l'ai appelé quiz webinaire select. Bon, l'outil est en anglais, désolé. Mais il y a beaucoup d'outils qu'on utilise malheureusement qui sont encore en langue anglaise. Et là, il va tourner. Et là, il va me proposer, il va me dire, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord avec... Je suis en train de... Voilà. Est-ce que tu es d'accord avec ce que j'ai trouvé? Je lui dis oui, bon, je lui fais confiance, généralement ça marche très bien. Et là, vous allez voir que mon quiz, il va le transformer, enfin, mon texte, il va le transformer automatiquement en quiz. Voilà, c'est fait. Alors, ça y est, j'ai mon quiz qui est fait. Et tout ce qui me reste là, c'est à dire si c'est obligatoire ou pas, est-ce que la question est obligatoire ou pas, et surtout, en corriger, c'est lui octroyer une note, c'est-à-dire s'il répond bien à cette question, il va avoir un point. D'accord? Et là, vous vous souvenez, j'avais mis une indication si c'était la bonne réponse. Et là, je dis c'est la bonne réponse. Je fais terminer, mais je n'oublie pas d'enlever le B, qui est en fait un indicateur de bonne réponse. Et comme je le fais en fait de manière en série, je fais très très vite, là,
mon formulaire, il est fait aussi en 2-3 minutes, c'est vite fait. Donc, et après, je n'ai plus qu'à le mettre en ligne. Alors, pour le mettre en ligne, on peut déjà voir ce que ça donne. Vous voyez, voilà ce que ça donne à peu près. Vous voyez, donc on n'a pas à rougir, hein, c'est un formulaire qui se tient. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à le partager. Alors, envoyer. Vous allez ici dans lien. Moi, je fais toujours des URL courtes. Et c'est ce lien-là que je vais donner à mes élèves. Alors, moi, je leur donne sous forme de QR code. On va voir comment on fait. Je vais vous montrer comment est-ce que je fais des QR codes. Et on va ici, on va mettre Adobe. Adobe QR code, c'est celui que j'utilise, mais il en existe d'autres, hein. Voilà, Adobe QR code, on y va. Créer maintenant. Voilà. Et je n'ai plus qu'à coller mon lien qui est là et à choisir le style de mon QR code. Voilà, je choisis le style, je peux choisir la couleur, hein, je peux choisir le format, en quoi je veux le télécharger. Bon, moi je reste en PNG, ça me suffit. Je ne sais pas, il y a un format, oui, c'est ça. Tiens, pourquoi un format? Et après, je télécharge. Et j'ai bon, là, je ne suis pas inscrit, mais je télécharge cette image-là. Vous pouvez même faire une capture d'écran, ça ne change pas grand-chose. Et vous le mettez dans votre présentation. Les gens n'ont plus qu'à flasher, votre QR code. Et en effet, ils se retrouvent en effet sur votre formulaire pour y répondre. C'est ce qui va se passer tout à l'heure quand on aura fini le webinaire. Vous aurez un QR code à flasher où je vous mettrai le lien directement sur le chat et vous pourrez répondre donc au formulaire de satisfaction que je vous proposerai en fin de webinaire. OK? Alors, les pièges à éviter, ils sont nombreux. Alors, la première des pièges à éviter, c'est la surconfiance dans l'IA. 42% des enseignants admettent avoir utilisé du contenu généré sans vérification. Ça, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire clairement parce que vous pouvez avoir en effet des biais, vous pouvez avoir des hallucinations de l'IA qui va vous générer des choses qui ne sont pas forcément des choses qui sont attendues et vous ne pouvez pas vous permettre ça quand vous passez comme ça de la connaissance. Il faut vraiment surveiller. Le deuxième point, c'est le manque de personnalisation. Encore une fois, l'IA, c'est un outil. Ce n'est pas un remplacement de votre expertise pédagogique. Il ne doit pas tout faire. C'est à vous de le guider. C'est un outil qui va, il va plutôt fluidifier votre process, il va le rendre plus rapide, il va vous rendre, il va adapter votre travail, etc. Mais c'est quand même vous qui devez garder le contrôle. Et il ne faut pas qu'on soit dans des choses génériques, c'est-à-dire en fait les cours de chacun se ressemblent, c'est pas tellement ce qui est attendu, puisque vous avez affaire à des humains et les gens, voilà, il y a une, les hommes il y a une pluralité, il y a une diversité, et là où on est vraiment bon dans nos domaines, c'est quand on s'adapte à chacun. C'est pas comme quand on fait des choses en bloc où soit on colle ou soit on colle pas. C'est pas une super bonne approche. Ok. Alors. Et ensuite, c'est un petit peu la continuité, c'est la négligence de l'aspect humain. C'est vrai que l'IA, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui va déshumaniser. D'accord? C'est un outil. Mais moi, ça me laisse beaucoup plus de temps pour m'occuper de mes élèves parce que j'ai encore une fois une charge mentale qui est moindre. Tout ce qui est court, tout ce qui est en effet structurel est déjà passé. Donc, ce qui reste, c'est vraiment le côté humain. Et ça, c'est super important. Donc ça, ne négligez absolument pas l'aspect humain. Bon, j'en parle, je le dis aux professeurs et aux formateurs, mais ça vaut encore plus pour les coachs. Donc ça, ne le négligez absolument pas parce que c'est ça qui est primordial et c'est finalement ça qui va rester. D'accord ? Alors, moi, sur l'approche, la meilleure approche en fait d'apprendre comment utiliser l'IA, moi je milite beaucoup pour l'approche atelier live, qui est en fait une espèce de l'approche en formation à action, où vous avez une interaction dynamique. Donc, je propose des ateliers avec des sessions en direct pour créer une dynamique de groupe et que le tout soit motivant. Ça permet aussi de résoudre en temps réel des problématiques que les gens ont. C'est ce qu'on appelle les formations action. Donc, on arrive avec sa problématique, on le résout en atelier. Et surtout, c'est un apprentissage personnalisé puisque la problématique de chacun, eh bien, c'est pas forcément la problématique de l'autre. Et donc, vous allez apprendre en fonction de ce dont vous avez vraiment besoin. D'accord? Alors,
À la fin de ce webinaire, et pour ce webinaire-là, eh bien, je propose, pour ceux qui sont intéressés, si vous n'êtes pas intéressés, il n'y a aucun problème, c'est une remise sur les ateliers que je fais. Donc, c'est un forfait pour 4 heures d'atelier avec 5 participants au maximum. Donc, ce sont des petits, c'est en small group, c'est vraiment très petit. On peut vraiment traiter la problématique de chacun. Et on est dans un contexte où 5, c'est suffisant, je dirais, pour mutualiser l'intervention du formateur. Et en même temps, c'est assez pour créer une émulation pour que tout le monde puisse avancer donc, et résoudre le problème qu'il veut traiter en atelier. Ou même apprendre des choses auxquelles il ne s'attendait pas en arrivant. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, évidemment, je vous laisserai les coordonnées, vous irez vous inscrire si ça vous dit. Et juste pour terminer, donc à l'issue de ce webinaire, voilà un petit peu ce que vous avez, j'espère, ce que vous avez appris. C'est qu'on a vu une méthode éprouvée et structurée pour avancer donc pas à pas dans la création et l'enrichissement des cours donc à l'aide de l'IA. Des compétences techniques et stratégiques. Donc, on a pu voir un petit peu quels outils existaient. Bon, peut-être pas finement parce que c'est un webinaire qui dure, ouais, ça fait 1 heure et on n'a pas encore pas tout vu. Et un accompagnement expert sur les erreurs que vous devez éviter. Et aussi comment maximiser votre efficacité, améliorer donc l'expérience que vous pouvez avoir avec vos élèves, vos apprenants ou vos clients. Voilà. Donc, c'est le moment en fait des questions-réponses. Je vous écoute si vous avez des questions, des remarques. Et je voulais juste le QR code pour le formulaire. Alors, je vais copier hop, je vais coller, puis je vais le mettre dans le chat. J'ai juste un petit avis à laisser, Khalid. Je pense que du coup, les webinaires que tu as fait avant, ils vont avec celui d'aujourd'hui, parce que sincèrement, pas générer des prompts, ça va pas être terrible en fait. Le résultat, il sera pas adéquat à ce qu'on Oui, cherche. oui, mais le problématique des prompts, en fait, c'est qu'on a une approche un petit peu globale, c'est-à-dire on a une consigne globale, mais les prompts, en fait, il faut les travailler. Et là, on passe vraiment sur du cas pratique. On n'a pas de recette miracle pour générer toujours le bon prompt. Ça n'existe pas. Parce qu'en fonction du contexte, évidemment, les choses, elles changent. Donc ça, c'est des choses qu'il faut soit soi-même, en effet, retravailler, essayer, tester, sans jamais se décourager. Parce qu'en effet, à un moment, je rencontre beaucoup de gens qui me disent, oui, j'ai essayé, mais c'était nul. Ça n'a pas donné forcément ce que je voulais. Mais c'est comme pour tout. Parfois, le plaisir ou la compétence, elle arrive un petit peu avec l'expérimentation. Donc, il faut vraiment pas se décourager. Sinon, après, il y a en effet des ateliers, vous avez des tutos, vous avez plein de choses. Mais je trouve que ce serait vraiment dommage, et encore une fois, c'est un peu ma marotte, ce serait vraiment dommage de se couper d'un outil aussi puissant. Parce que tout simplement, on n'a pas été guidé ou parce qu'on n'a pas eu la force d'aller un peu plus loin. Ah, comment on passe Alors, Nadia, le passage du Word au PPT, c'est pas Word et PowerPoint. Là, j'ai fait un test je suis sur Mac, je suis sur Keynote. Et le problème, c'est que Word sur Mac et PowerPoint sur Mac n'offrent pas cette possibilité-là. Alors, j'ai essayé partout, mais ça n'existe pas. Même avec Word en ligne, je n'arrive pas en fait à le faire. Mais par contre, sur mon PC, ça marche très bien. Et sur mon PC, ça marche très bien, mais il faut qu'en effet que je fasse une petite vidéo que je mettrai en ligne. Donc là, cette vidéo va être en ligne, comme je vous disais, demain ou après-demain. Et dans la foulée, je pense que je ferai toujours sur le même chaîne YouTube, vous aurez le passage, comment est-ce qu'on passe en fait d'un script Word, comment est-ce qu'on le passe directement en PowerPoint. Alors, c'est pas évident parce que vous avez un petit truc une petite fonction à valider, en fait, à déclencher ou à autoriser dans les paramètres de Word. Et après, vous avez ce bouton-là, et à chaque fois que vous allez appuyer sur Word, il va vous générer automatiquement un PowerPoint à partir de là. Mais le problème, c'est que vous avez plein ChatGPT peut le faire, il peut vous générer du PowerPoint. Mais franchement, il est vraiment limité en nombre de slides. Et deuxièmement, il vous génère quelque chose qui est vite, c'est juste du texte avec un titre et un texte. Mais moi, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas ce que je veux donner à mes élèves. Moi, ce que je veux, c'est quelque chose qui allie le contenu et en même temps une structuration esthétique. Sinon, je ne vois pas tellement l'intérêt.
Alors, il existe aussi des outils en ligne. Vous avez par exemple Gamma. Je vais vous mettre le lien ici, Gamma. Hop, je vous mets Gamma. Alors, Gamma, pareil, c'est que on peut en effet utiliser Gamma, mais Gamma, pour un prof, c'est pas top parce qu'il va vous générer des templates qui sont un peu des templates de présentation un petit peu corporate pour les entreprises, mais ce n'est pas forcément ce qu'on a envie de faire. Moi, je préfère toujours des outils où on a quand même le contrôle. Vous avez le contrôle de votre contenu et ensuite, vous avez le contrôle de ce que vous affichez. Et ça, à mon sens, c'est beaucoup mieux. C'est pour ça que je vous propose en fait ce process. Bonsoir Khaled, je ne sais pas si je peux intervenir. Oui, bien sûr, oui, oui. Et en tout cas, merci pour la présentation, super. Alors moi, j'utilise beaucoup ChatGPT et tout ça, l'IA. Alors, ça commence à devenir la jungle parce qu'il y a beaucoup de supports, comme tu dis, il y a Gamma, tout ça, il y a tellement de nouvelles applications qui sortent, on ne sait plus où donner de la tête. Alors moi j'avais juste une remarque, c'est que c'est super, en tout cas pour celui qui maîtrise, comme nous, les enseignants, la langue et tout ça. Mais moi, ce que je constate, c'est que les étudiants, lorsqu'ils savent a priori prompter, il n'y a pas de problème pour l'interaction et tout ça, mais ça va tellement vite et j'ai l'impression qu'ils ne comprennent même pas ce que ChatGPT leur propose. Donc, et là, ça devient, après, je ne sais pas si c'est philosophique ou pas, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que, ouais. Non, j'ai le même questionnement que toi. Alors, c'est vrai que comme ChatGPT, on l'a connu par la polémique, tout de suite l'approche est attention, il faut les interdire et tout. C'est un peu comme la calculatrice, si tu veux, il y a très très longtemps dans les concours. Maintenant, moi, ils ont droit même à l'évaluation. Oui, oui. Ils ont droit à tout. Alors, ça dépend de ton référentiel, ça dépend en fait du type de diplôme que tu vas préparer. Moi, j'ai des BTS, des bachelors, des masters, c'est pas le souci. Le problème, c'est que ce que je constate, c'est que, je sais pas, j'ai l'impression que l'intelligence, ça devient, elle se vide là, du côté étudiant, et puis, je sais pas. Mais c'est notre responsabilité, c'est-à-dire que c'est un peu comme, c'est même problématique que le smartphone. Tu mets un smartphone dans les mains d'un homme, il va forcément aller sur TikTok, etc. Il va faire que ça. Par contre, si tu lui expliques, il aura toujours son smartphone, mais par contre, il va en tirer meilleure partie. Oui, en effet, tu peux aller sur TikTok, sur Instagram. Ce sont des outils qui essaient de te garder le plus longtemps possible, mais donne-toi un horaire, donne-toi 5 minutes, après tu arrêtes. Tu comprends? Il faut les accompagner. Moi, c'est tombe bien que tu évoques ça, parce que moi, je vais faire bientôt un webinaire pour les étudiants, enfin pour les collégiens, lycéens et étudiants. Il n'y aura pas d'offre commerciale, il n'y aura rien du tout. Ce sera vraiment que comment utiliser ChatGPT, parce que j'ai eu le même cas de figure. J'ai des étudiants qui m'ont rendu des travaux. Évidemment, tout de suite, à la une, j'ai compris que c'était ChatGPT. Et comme je le raconte souvent en m'amusant, moi, j'étais un peu plus loin. J'ai pris certains travaux, je les ai donnés à ChatGPT. Je lui ai dit, est-ce que c'est de l'intelligence artificielle? Donc, il m'a répondu oui à 70%. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il m'a expliqué pourquoi. Il a en fait justifié en disant oui, ça c'est générique, ça ressemble à une structure d'intelligence artificielle, etc., etc. Mais nous, c'est une responsabilité d'adulte, c'est de les accompagner. Donc moi, à mon niveau, j'ai proposé aux structures où j'interviens, c'est de prendre sur mon temps, en webinaire comme ça, de faire des cours, de prendre 1 heure et d'expliquer quelle est la démarche. De leur dire, écoutez, ok, c'est un outil, mais un outil, il faut bien l'utiliser. D'accord? C'est-à-dire que si je te donne une clarinette, tu peux en faire plusieurs choses. Tu peux taper sur quelqu'un avec, mais tu peux aussi apprendre et en sortir des choses harmonieuses. Ok? Ah non, mais de ce côté-là, ils sont très intelligents, ils savent parfaitement l'utiliser. En tout cas, ils sont assez vifs et efficaces pour ça. Mais ça va tellement vite, ça va tellement. Mais qu'est-ce que tu appelles vite? Parce que le but, c'est quoi? Le but pour moi. Je donne un exemple. Si je peux me permettre, je donne un exemple. Ouais. C'était hier, j'ai demandé un SWOT sur l'organisation C'est qui le patron. En temps normal, tu fais un SWOT sur cette organisation, ça prend 1 heure et demie. En 3 minutes, c'était bouclé, quoi. Ils m'ont envoyé par mail, c'était parfaitement réalisé, il n'y a pas de souci. Et je trouve que ça va tellement vite, c'est tellement puissant. Ce qui me gêne là, tu vois, dans cette approche, c'est qu'en fait, ils n'ont pas réfléchi. C'est-à-dire qu'à un moment, ils n'ont pas réfléchi. Moi, je pense que il y a certaines choses qui seront prises en charge par l'intelligence artificielle parce que, si tu veux, l'autre enjeu, c'est qu'on prépare des jeunes à une vie professionnelle où ils vont être confrontés à ça. Donc, il faut leur montrer comment l'utiliser. Mais il faut bien l'utiliser. Moi, j'ai des étudiants en alternance, ils l'utilisent et puis ils vont 10 fois plus vite que leur manager, quoi. Donc, du coup,
C'est très Et bien, voilà. mais c'est très bien parce que sur les statistiques outre-Atlantique, les entreprises ne forment pas leurs salariés à l'IA. Ils préfèrent embaucher quelqu'un qui a déjà une compétence IA. Donc, si en effet ces alternants qui vont rentrer sur le marché du travail bientôt, ils ont cette compétence, c'est un plus pour eux, c'est très bien. Mais en effet, philosophiquement, ça pose question. On dit à quel niveau, à quel moment on est dans l'intelligence humaine, à quel moment on n'en est plus. C'est ça un petit peu le questionnement. Moi, ma réponse est très simple. L'IA, c'est un outil, d'accord? Mais c'est un outil qui nous interroge aussi, nous, sur notre place. C'est-à-dire que nous, ça nous renvoie à autre chose. Ça nous renvoie à notre rôle, qui était un rôle de superviseur. C'est-à-dire que tu n'auras plus, comme je le disais, des maçons qui vont construire des murs, mais tu vas devenir architecte, parce que c'est un robot qui va construire le mur. Tu vois, mais il faut quand même apprendre à faire un mur, comment c'est constitué. D'accord? Parce que quand tu as des élèves qui te rendent un travail où en effet ils sont d'accord, ils sont impressionnés par ce que leur rend l'IA, mais ils n'ont pas compris ce qu'il y avait dedans, ils ne sont pas capables par exemple de détecter une erreur, ça c'est problématique. Parce que demain ces mômes-là, ils gèrent, je ne sais pas moi, la construction d'une centrale nucléaire ou des choses un petit peu moins dangereuses, c'est problématique. Donc, à quel moment, où il est le corpus de connaissances, à quel moment on va le leur donner et comment est-ce qu'on va on va leur apprendre à l'utiliser. Mais ça, c'est aussi une remise en question de tout ce qui est formation. Ah non, mais c'est clair. Non, mais c'est. Alors, Frédéric me demande, y a-t-il un intérêt à utiliser l'IA quand on n'est pas expert? Ben oui. L'IA, c'est un petit peu la pitié de l'Antiquité. C'est un outil auquel on peut demander plein de choses. Je veux faire une reconversion professionnelle, ChatGPT, aide-moi. Voilà, j'ai 50 ans, j'ai fait 20 ans dans telle boîte, dans tel domaine, j'adore faire ça, je suis un peu fatigué, voilà. Et lui, tous ces contextes-là, il va te donner des pistes. Il va te donner des pistes. Non. Ah, pardon. Oui, Frédéric. Excuse-moi, Khalid, c'est pas ce que je voulais dire. En fait, moi, ce que je vois, et puis régulièrement, c'est le danger à utiliser l'IA si on n'est pas capable d'expertiser ce qu'elle produit. Tu vois? Enfin, je veux dire, ces étudiants qui utilisent l'IA, ont-ils la compétence pour savoir quand l'IA dit des âneries ou pas? Parce qu'elle va en dire de plus en plus. De moins en moins. On sait bien Elle va en dire de moins en moins. C'est un domaine d'influence. Non, Frédéric. Moi, je pense qu'elle va en dire de plus en plus. Elle va en dire de plus en plus. Parce que c'est un domaine d'influence. Non, alors je ne sais pas si on parle de la même chose, mais en fait, c'est vrai que l'IA, ils ont des hallucinations. Alors ça, c'est basé aussi sur leur base de connaissances, sur le modèle sur lequel ils travaillent. Mais évidemment, en fait, la construction d'une IA, ça ne se fait pas comme ça. Hein. C'est des millions, des milliards qui sont injectés dedans. C'est déjà, on va lui apprendre des choses, donc il va les apprendre lui-même avec Internet, etc. Et puis après, on va affiner avec des vraies personnes. Des personnes où on va contrôler en fait ce qu'il a un petit peu dans le ventre. Donc ça, on a lancé sans doute les IA avec peut-être quelques petites erreurs. Et comme tu sais, les gens, on va pointer l'erreur, mais on va pas parler de 99% du reste qui marche plutôt bien. Mais moi, ce que je remarque avec mon utilisation, c'est qu'il y a de moins en moins d'erreurs. Mais ta question reste toujours aussi pertinente parce qu'en effet, quelqu'un qui va recracher un truc avec l'IA, il est où en fait le travail de l'homme? Il est où le contrôle? Oui, c'est problématique, oui. Aujourd'hui, je ne sais pas répondre à cette question-là. Oui, c'est problématique. Tout ce que je peux faire, moi, c'est… Et en plus de ça, tu vois, il y a de plus en plus d'opinions. Il y a de plus en plus d'opinions quand même dans ce qui est généré. Rien que dans le prompt que tu as fait tout à l'heure, qu'est-ce que je veux dire? À propos des JO, c'est un succès, je sais trop quoi, mais ça, c'est une opinion. Ça dépend de quel point de vue on se place. Tu vois, et moi, dans mes domaines, j'ai de plus en plus d'opinions. Alors, des fois, tu sais, c'est très progressiste, des fois, c'est l'inverse du progressisme. Et si tu n'es pas capable de regarder un petit peu, alors j'ai bien aimé ton idée, là, enfin, oui, le conseil que tu as donné de reprendre par rapport au texte officiel, ça. Moi, je dis attention. Enfin, je dis attention. C'est surtout pour les étudiants. On n'entend pas beaucoup. Parce que les étudiants. Je ne sais pas si tu t'éloignes du micro, mais on a des ruptures. Ah, pardon.
Ouais. Non, simplement pour te dire que moi, dans tout ce que je fais, je trouve qu'il y a de plus en plus d'opinions et que c'est bien embêtant. Et c'est vrai Oui, mais que les étudiants, par essence, ne sont pas des experts. oui. Alors deux choses. Là, oui, c'est vrai que c'est une problématique actuelle. Qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui n'est pas? Les gens, c'est vrai, transforment parfois une opinion en chose factuelle, ce qui est pas ça. C'est pas parce que je crois fortement que le ciel est rouge qu'il l'est. Et malheureusement, on en arrive parfois à ça. Mais ça, voilà. Mais moi, je pense qu'il va y avoir quand même une espèce de sélection naturelle et que ça va être un petit peu balayé parce que, voilà, ben, l'élève qui veut prendre le risque, en effet, de créer un mémoire, etc., son contrôle, ben, c'est assez risque et péril. C'est comme ça, comme les gens qui ont fait du plagiat. Mais pour en revenir à l'outil lui-même, l'outil, en fait, il est entraîné. Alors, en effet, tu as raison de souligner comment est-ce qu'il est entraîné. Les premiers modèles en fait, de langage, ceux qui ont créé Siri et qui ont créé Alexa, etc., eh bien, en fait, on a acheté des modèles de langage à des sociétés qui créaient justement ces modèles-là. Et il y a une histoire, c'est que il y avait, je crois, Twitter ou Microsoft qui avait acheté un modèle de langage qui était appuyé sur de la littérature ou des émissions, bref, des années 50 du sud américain. Évidemment, dans le sud-américain dans les années 50, c'était extrêmement raciste. Et parfois, eh bien, ces modèles-là ont recraché en fait des réponses racistes parce que c'était leur modèle. Ça, les grosses entreprises, ils sont très conscientes de ça et sont très, très vigilantes. Mais c'est comme pour tout, c'est comme une éducation. Quand on éduque ses enfants, ça dépend de ce qu'on leur dit. Ça dépend de ce qu'on leur apprend. Et l'IA, c'est un petit peu ça. Et moi, je suis plutôt optimiste. Je pense que les choses vont se résoudre parce que ces grosses sociétés n'ont pas envie d'avoir des procès, n'ont pas envie d'être au centre de polémiques. Les choses vont se résorber, mais reste toujours cette problématique par rapport aux étudiants, c'est que tu crées une réponse à une problématique. À quel moment tu es sûr de toi? À quel moment tu es sûr de toi? Donc, c'est toujours ce rôle de supervision. L'image que je donne toujours pour ceux qui sont là depuis plusieurs webinaires, c'est l'image des tableaux pompiers. Un tableau pompier, il n'a pas été créé que par l'artiste par l'artiste qui serait à l'origine de ce tableau. Souvent, il y avait d'autres peintres avec lui. Et lui, en fait, va s'occuper d'une partie du tableau ou superviser l'ensemble du tableau. C'est notre rôle. Mais ce rôle-là, c'est déjà ce grand maître, lui déjà, il s'est performé, il connaît déjà la peinture, etc. Donc même s'il délègue un bout de tissu, un bout de ciel à un élève des beaux-arts, c'est que lui-même, il est capable de le faire. D'accord ? Donc, ce rôle de supervision, ça engage aussi une notion de temps, parce que je ne peux pas devenir un grand maître ou un grand superviseur en 6 mois, en 3 mois, c'est pas possible. Et c'est là où, en effet, il faut quand même, je dirais, être présent, et c'est là où il faut se poser des questions. Alors, je vois, il y a Méziane qui est partie et qui me dit, les professionnels utilisent aussi l'IA, moi, le premier, 58 ans, j'utilise au quotidien. Voilà, ben oui, moi, je ne me pose pas de questionnement sociétal, parce que sinon on part sur des choses un petit peu compliquées. Moi, mon petit niveau, je me dis comment je peux l'utiliser et comment je peux en faire profiter les gens qui sont autour de moi, parce que pour le moment, j'y vois plus d'avantages que d'inconvénients. Ok, est-ce qu'il y avait d'autres interventions ou d'autres questions? Non, mais sinon, j'ai trouvé ça très bien, très bien, très bon webinaire. Hein. C'était juste. Voilà. Bonne soirée à tous. Voilà, on reste connecté et je vous tiens informé pour les prochains webinaires. J'essaie d'en faire un toutes les semaines, mais c'est très compliqué en préparation. Donc, j'espère que je pourrai faire quelque chose pour la semaine prochaine. Voilà. Bonne soirée à tous.